Salut à toutes et à tous, bienvenue dans le French Podcast. Je suis Charline et aujourd'hui, avec Emmanuel, on va décortiquer ensemble l'art hyper subtil d'impressionner les Français, sans tomber dans les clichés. Franchement, c'est presque de la haute couture, mais côté attitude et petits gestes du quotidien. Hello à tout le monde! Ici Emmanuel. Alors Charline, franchement j'avoue que même moi, après des années à explorer les rapports humains version France, j'ai encore des surprises. Ce fameux « je ne sais quoi » français, comment le capter? Et surtout, comment l'incarner sans se sentir ridicule? On va en parler sans tabou et partager pas mal d'anecdotes croustillantes aujourd'hui. Oui, et où étais-je? Ah oui, je précise que ce n'est pas un tuto pour devenir plus français que les Français. C'est plutôt une invitation à comprendre les codes, à s'amuser avec et peut-être à se sentir plus à l'aise dans les situations du quotidien. Allez, on se lance? Pour commencer, on parle souvent du légendaire « bonjour ». Mais non, c'est pas un cliché, c'est carrément la base. En France, t'as beau avoir une journée pourrie, le premier bonjour que tu lances dans une boulangerie, ça fait la différence. Il y a même des études sur le sujet. Enfin, il me semble. Les gens aiment bien sentir qu'on respecte ce mini-rituel, chaque matin. C'est vrai, ce côté presque cérémonial du salut, et si tu te plantes de formule, ou si tu oublies, ou alors, pire, tu tutoies sans prévenir, là, ça pique. J'ai l'impression parfois que le vouvoiement, c'est une barrière de sécurité émotionnelle en France. Oh, j'en ai fait l'expérience à mes débuts à Paris. Je me souviens, première réunion sérieuse. J'ai lancé un « on peut se tutoyer » à la responsable, alors que tout le monde me dévisageait, comme si j'avais servi de la moutarde dans une coupe de champagne. Apprendre à manœuvrer avec le « vous », c'est genre savoir quand tu passes du « madame » à « Sandrine ». Et on se demande souvent pourquoi les Français semblent un peu distants au début. C'est pas de la froideur, c'est plus une façon d'observer, de laisser les gens se situer, tu vois. Moi, ce qui m'a le plus marqué, c'est le nombre de petits gestes du quotidien qui mettent tout de suite à l'aise, comme incliner la tête, garder une distance discrète, sourire doucement, pas besoin d'en faire des caisses. Mais c'est vrai, j'ai vu des amis américains tenter le hug direct. Et là, c'est silence glacial. Même moi, je me crispe alors que je kiffe la spontanéité et rire. Ouais, et il y a le fameux baiser sur la joue. Un art en soi. 2, 3, 4. Faut pas se louper selon la région. Dans le sud, on peut en faire jusqu'à 4, alors qu'à Paris, c'est plutôt 2. Faut observer. Donc, premier conseil. Fais simple, observe, adapte-toi et prends le temps de capter l'ambiance. Comment tu dis déjà, Emmanuel? Slow gardening, mais version relationnelle. Rire. Alors, après le bonjour, ce qui impressionne, c'est la conversation. On dit souvent que les Français aiment débattre sur tout le temps. C'est pas totalement faux. À table, ça devient même du sport national. Ce que j'ai remarqué, c'est l'importance de l'autodérision. Savoir se moquer un peu de soi, retourner une pique, mais en restant classe. Oh oui, la fameuse vanne intelligente. J'ai du mal parfois, je l'avoue. Tu sais, j'ai cette anecdote. Un dîner à Belleville et je balance, rigolant. Vous savez, pour moi, le cassoulet, c'est une soupe avec des saucisses. Et là, un silence. Puis tout le monde explose de rire. Mais j'ai senti que c'était limite. À 1 ou 2 mots près, ça pouvait partir en débat existentiel sur les origines du cassoulet. J'adore! Chez moi, c'est pareil, mais version gumbo. Mais c'est vrai, tout est dans la subtilité. Oser dire ce qu'on pense, mais y aller doucement, quitte à démarrer léger. À la première rencontre, éviter. La politique, le foot, enfin, sauf si tu veux tester les limites très vite. Je pense que la clé, c'est de savoir placer une petite phrase qui montre qu'on est là pour rigoler, échanger, mais sans froisser. Genre, je vais dire un truc qui va sûrement hérisser des poils, mais... Et hop, tu transmets que t'es ouvert au débat, mais cool, c'est presque une danse. Oui, et puis,
N'hésitez pas à rebondir avec humour, même si ça pique un tout petit peu. Au final, c'est ça qui détend l'atmosphère. C'est ce fameux art français de s'engueuler un peu, puis de trinquer comme si de rien n'était. Je trouve ça fun, franchement. Bon, Emmanuel, je sais que t'as du goût. Tu portes toujours ces chemises en lin impeccables. Mais en France, avoir du style, c'est moins c'est plus. Sérieux, c'est de la haute couture modeste, quoi. Ah ah, j'essaie. Mais c'est vrai, la sobriété, c'est super valorisé. Un vrai compliment en France, c'est « tu fais naturel » ou « tu as l'air à l'aise dans tes vêtements ». Ça me rappelle à Marseille, une dame d'un certain âge, incroyable, vraiment la classe, me dit « Mais ma fille, tu es jolie parce qu'on dirait que tu ne fais pas exprès d'être coquette ». Au début, j'ai pris ça bizarrement, tu vois. Mais en fait, c'est tout l'art de paraître subtilement soigné. C'est presque une philosophie de vie. Mais alors, comment on fait pour adapter son style ou sa façon d'être sans se travestir? C'est pas évident. Je pense que ce qui touche les Français, c'est quand tu assumes une singularité, comme toi avec tes bocaux de légumes fermentés, tout en restant calme sur le reste. Trop vouloir en faire, ça peut vite sonner faux, tu trouves pas? Mais tellement. L'authenticité, ça se sent. Les Français accueillent hyper bien un trait atypique, à condition qu'il soit assumé avec, comment dire, modération dans la manière de le montrer. Alors, oui, choisis la qualité, un accessoire qui raconte une histoire, mais la surenchère, ça fait fuir. On a ce radar intérieur à la trop prouvé, je pense. C'est vrai, et pour la politesse, tu peux être originalieux, mais avec une petite réserve, une forme d'élégance discrète. Voilà ce qui surprend vraiment souvent. C'est quand tu trouves le bon équilibre. Alors là, sujet ultra passionnant. J'ai toujours trouvé ça presque magique, la manière dont en France, les gestes disent autant que les mots. Genre, tu causes pas beaucoup, mais ton langage corporel fait tout le boulot. Oui, l'ouverture du corps, une posture pas trop fermée, on évite les mains dans les poches ou les bras croisés. Juste rester détendu sans chercher à occuper tout l'espace, tu vois? Ça envoie comme message « je te vois ». Tu peux te détendre aussi. Et le regard, j'ai souvent entendu « n'hésite pas à regarder dans les yeux, mais pas trop longtemps non plus, hein ?» On fait genre 3-4 secondes, histoire de créer une connexion, puis hop, on détourne subtilement le regard. Un sourire, mais discret. J'ai tendance à trop sourire, alors j'essaie de doser pour ne pas paraître américaine en vacances. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, clairement. Parfois, même un léger hochement de tête ou juste ajuster sa position pour montrer qu'on écoute, ça suffit. Il y a aussi cette retenue. Tu ne touches pas la personne sauf si elle t'invite à le faire. Les gestes larges, extravertis, ça peut être vu comme de l'intrusion. Donc, pour impressionner subtilement, sois naturel, reste posé et laisse voir que tu t'adaptes à l'énergie de l'autre, sans surjouer. C'est ça, l'élégance à la française. Un point que j'aime bien relever, c'est la valeur de la modestie ici. Genre, tu peux réussir un truc génial, ben t'en parleras pas tout de suite. C'est pas de la fausse humilité, c'est une sorte de respect tacite. On attend qu'on vienne poser la question, ou alors, on en parle, mais en minimisant un peu ses réussites. C'est la vibe. Totalement. J'ai trop tendance à parler de mes pickles chelous au moindre apéro, mais j'ai compris que c'est mieux de demander « Et toi, tu cuisines quoi ?» plutôt que de détailler mon bocal préféré. Et surtout, en discussion, écoutez vraiment sans vouloir briller. C'est ça qui fait la différence. Les Français valorisent beaucoup l'écoute. C'est un signe d'intelligence émotionnelle, non? Oui, je crois. Et même pour les opinions. On n'est pas dans la surenchère à balancer ses vérités partout. Il vaut mieux exprimer ce qu'on pense avec pudeur, laisser la place à des idées divergentes, ne pas écraser les autres avec ses certitudes. Ça, vraiment, c'est vu comme un signe d'élégance et ça impressionne, même sans s'en rendre compte. Petite astuce. Pose des questions, rebondis sur ce que l'autre raconte. Montre que tu t'intéresses sincèrement. C'est presque plus classe que d'être le meilleur conteur de la soirée. La deuxième partie de podcast Alors, français. J'ai quelque chose de super cool pour toi aujourd'hui. Enfin, si t'es prêt, Emmanuel. Bienvenue sur French Podcast et,
Pour ceux qui nous écoutent, on va décortiquer comment vraiment impressionner les Français lors d'une conversation. Tu sais, ce tout premier moment où... Franchement, même moi, je stresse encore un peu, hein? Tu sais pas, est-ce qu'on fait la bise, la poignée de main ou juste un petit bonjour rapide? Et en plus, ça change tellement selon la région. Genre, la première fois que j'ai rencontré la belle famille à Marseille, mais la cata. Je croyais qu'on faisait la bise. Eux, ils tendaient la main. Il y en a un qui disait « Ça va ?» Un autre un « Bonjour » super long. Franchement, je me sentais... totalement perdue. Toi, Emmanuel, t'as remarqué... C'est quoi les plus grosses erreurs que font les étrangers à ce niveau-là? Ah ouais, ça c'est vraiment classique. Je dirais, le vrai truc déjà, c'est que les gens, souvent, veulent bien faire, mais ils se précipitent ou alors ils sont trop, réservés. Par exemple, la bise, c'est pas tout le temps, ni partout. Et, attends, il y a même des coins où 2 bises ou 2 bises c'est normal, ailleurs c'est 3, Lyon c'est 2, hein. Paris aussi, mais Marseille, ça peut partir dans la fête, quoi. Et pour la poignée de main, elle doit pas être molle non plus. C'est un vrai symbole. Tu vois, t'as pas besoin d'écraser la main, mais il faut que ce soit sincère. Et puis le bonjour, hyper important. Si tu sors un salut trop vite, alors que t'es chez le fromager ou au travail, c'est le malaise assuré. Faut respecter le contexte. Ouais, je m'en veux encore. Et Emmanuel, vraiment, tu penses que les détails, ça compte autant? Genre, c'est quoi qui va vraiment, je sais pas, donner la meilleure impression, tu crois? Ah, mais totalement, les détails, c'est tout. Genre, juste le fait d'attendre que tout le monde arrive avant de commencer à parler ou à s'asseoir, ou de serrer la main d'une certaine façon, de dire bonjour à chaque personne, pas juste au groupe, c'est typiquement français. Les gens le remarquent direct si tu oublies. Et je vois souvent des gens qui pensent faire bien, mais tu sens qu'ils veulent juste vite passer à autre chose. Alors que non, faut prendre le temps. Juste être présent, quoi. Ouais, alors, tu sais, il y a un autre truc qui m'a toujours, genre, stressé, c'est ce fameux tutoiement et vouvoiement. Tu me connais, moi, je débarque partout en mode « Et salut !» Mais je me suis déjà retrouvée à tutoyer mon premier chef en boulangerie. Bah, je te dis pas la gêne. Et après, c'est resté. T'as des exemples où justement, savoir quand tutoyer, ça t'a aidé? Ah oui, alors, le tutoiement, c'est un sujet en France. Et parfois même entre collègues, tu vois, tu peux vouvoyer une personne pendant des semaines, et un jour, hop, on passe au tu sans prévenir. Dans un café, tu t'adresses à un serveur, c'est vous, jamais, tu. Mais dans la famille ou entre amis, là, c'est direct tu. Sauf peut-être avec la grand-tante, elle, c'est vous. Jusqu'à la fin des temps. Et genre, dans une boutique, si tu veux vraiment être poli et impressionné, tu commences toujours par « Bonjour madame, bonjour monsieur » et tu vous vois. Si on te propose de tutoyer, là, vas-y, mais jamais l'inverse. Tu vois ce que je veux dire? Oui, c'est clair ça. D'ailleurs, tu crois qu'il y a des mots ou expressions qui font vraiment plaisir? Un truc infaillible ou presque? Franchement, utilisez les petits mots comme « s'il vous plaît »,« merci beaucoup », mais de façon naturelle, ça change tout. Mais aussi donner des compliments sur la prononciation ou montrer que tu t'intéresses à la culture. Même un simple « Ah, c'est sympa ici », mais pas trop. Surtout pas d'exagération. C'est là que ça peut devenir bizarre. Et surtout, évitez de donner l'impression de forcer ou, je sais pas, de jouer un rôle. Les Français ressentent vite si ça sonne faux, même sur une phrase simple. D'accord, ouf, bon.
Donc, il y a espoir pour tous ceux qui paniquent dès la première phrase. Haha. D'ailleurs, faut qu'on parle des fameux sujets à éviter, parce qu'on fait tous l'erreur au moins une fois. Moi, la première, je me souviens d'un dîner où j'ai passé 5 minutes à complimenter le plat chez des amis, genre « C'est incroyable », mais « Comment t'as fait ? C'est incroyable ». Ni... Et... Franchement, j'ai vu leurs yeux. Ça devenait presque gênant. J'en ai trop fait, non ? C'est quoi le secret, Emmanuel ? Non, mais tu sais, ça arrive à tout le monde. Mais alors, ouais, les compliments, ça doit être mesuré, tu vois. Si tu t'emballes de trop, les gens vont penser que t'es pas sincère, que tu fais semblant. Donc, un compliment, oui, mais qui vient du cœur, tu vois. Genre, ce plat est vraiment délicieux. Tu pourrais me donner la recette. Ça passe super bien. Après, pour les pièges, la politique à table, c'est non, surtout au début, ou comparer la France avec ton pays d'origine, pareil, on évite. Parce que ça peut tourner assez vite au débat. Et alors, parler de fromage avant la fin du repas, oh là là, ça casse tout le rythme. Oh ouais, le fromage, c'est sacré. D'ailleurs, t'as déjà eu un moment où juste un détail de langage ou une tournure a tout changé dans ta relation avec quelqu'un ? Ah, oui. Il y a une fois, j'ai utilisé un truc super familier avec le père d'un pote. Je crois que j'ai glissé un « ça roule » sans réfléchir. Bah, d'un coup, il s'est ouvert, on a commencé à discuter de tout et de rien, et c'est là que je me suis dit, parfois, juste un petit détail, une expression, ça crée ou casse un lien. Mon conseil, reste attentif, écoute vraiment, et si tu sens que la personne est ouverte à une petite touche personnelle, vas-y, mais toujours avec respect. Et tu sais, ça me fait penser... Savoir écouter, c'est vraiment sous-estimé. Tu vois, en France, on aime parler de passion, de petits trucs locaux, de bouffe. Mais si t'arrives et que tu poses direct une question style « Où tu travailles ? Tu gagnes combien ?» C'est la... Moi, j'ai appris à plutôt demander. T'as une adresse fétiche pour manger des pâtisseries ? Ou qu'est-ce qui te plaît dans ta ville ? Toi, Emmanuel, c'est quoi ta technique pour montrer que tu t'intéresses vraiment ? Ouais, la clé, c'est d'aller doucement, hein. Tu montres que tu t'intéresses pas juste à une info, mais à l'histoire, l'émotion derrière. Par exemple, demander « Qu'est-ce que tu ferais si t'avais une journée libre à Lyon ?» Ça invite à raconter et j'adore quand quelqu'un partage une vraie histoire. Et puis, pour l'écoute active, tu peux hocher la tête, garder le contact visuel et parfois reformuler ce que l'autre dit pour faire sentir que t'es engagé. Genre « Ah, donc si je comprends bien, t'aimes vraiment pêcher le dimanche matin, c'est ça ?» Ça crée un vrai échange. La troisième partie de podcast Bienvenue dans français. cette exploration approfondie. Aujourd'hui, on s'attaque à un sujet qui fascine et qui représente un vrai défi pour beaucoup, apprendre le français. Et surtout, atteindre cette fluidité dont on rêve tous un peu. Tout à fait. Et on a devant nous un ensemble assez riche de documents, des infos d'une agence de séjour linguistique, VAL, une perspective universitaire avec la Sorbonne, une étude chiffrée belge, Mathéo. Oui, et puis des retours très concrets du terrain, genre des forums Reddit, le site Français Authentique, et même des listes d'outils par Preplay et Parlez-vous French. Un beau programme. C'est ça. Un mélange intéressant qui vient d'une demande spécifique d'ailleurs. Notre mission, si on l'accepte, démêler tout ça. Essayer d'en tirer les stratégies vraiment utiles, les pépites pour celles et ceux qui veulent progresser en français. On va aller au-delà des conseils un peu bateaux, on l'espère. Alors, par quoi on commence ? Peut-être par ce mot qu'on entend partout, l'immersion. Oui, l'immersion, le fameux bain linguistique. Les sources académiques en parlent comme d'un stage intensif où tout, absolument tout, se fait dans la langue qu'on apprend. L'agence VAL qui organise ça, ils utilisent une bonne image, je trouve. C'est comme un entraînement sportif.
Oui, mais intensif. C'est ça. Une pratique vraiment régulière, poussée pour avoir des résultats rapides. C'est d'ailleurs ce que recommandent beaucoup d'enseignants de FLE, français langue étrangère, et même l'OIF, l'Organisation internationale de la francophonie. D'accord. Mais au fond, pourquoi ça marche si bien? Qu'est-ce qui fait que cette méthode est si efficace? Eh bien, si on regarde ce que disent Val et l'étude Mathéo, l'idée, c'est que ça recrée un peu les conditions naturelles, comme quand on a appris notre langue maternelle, en fait. C'est moins scolaire. Plus vivant. Exactement. Plus vivant, plus actif. Et puis, ça nous pousse un peu hors de notre zone de confort, hein. On est obligé de se débrouiller, de mobiliser tout ce qu'on a pour communiquer au quotidien. Pas vraiment le choix, quoi. VAL dit même mise en situation sans filet. Ça force à être actif. Tout à fait. Et un autre point important, on s'imprègne de la langue telle qu'elle est parlée aujourd'hui. Avec les évolutions, le vocabulaire qui change, la féminisation des titres de métier, ce genre de choses. Mhm. On capte la musique de la langue, la prononciation, les expressions idiomatiques, de manière beaucoup plus naturelle qu'avec un bouquin de grammaire. Alors, concrètement, ça ressemble à quoi? L'agence VAL, il propose des voyages scolaires classiques, cours le matin, activités l'après-midi. Oui, mais ils insistent surtout sur les séjours chez l'habitant, vivre dans une famille française, partager les repas, aller faire les courses ensemble. Ah oui, d'accord. C'est là apparemment que les progrès seraient les plus spectaculaires. Une immersion totale dans le quotidien. D'accord. Et il y a une autre forme d'immersion, c'est ça? L'étude Mathéo en Belgique, elle porte sur quoi exactement? Alors là, c'est l'immersion scolaire partielle. En gros, des enfants, souvent très jeunes, dès la maternelle même, qui passent la moitié de leur temps scolaire dans une autre langue. Du néerlandais, de l'anglais, de l'allemand. Ah oui, 50% du temps? C'est pas mal. Et alors, cette étude Mathéo, qu'est-ce qu'elle nous dit sur les résultats en fin de primaire? Est-ce que ça porte vraiment ses fruits? Alors, pour la langue qu'ils apprennent, la langue cible, oui, clairement. Les élèves qui ont suivi ce parcours ont un vocabulaire bien plus riche que ceux qui ont eu des cours de langue classique. L'étude utilise un test spécifique, IVEPIP, et la différence est nette. C'est déjà un bon point. Mais j'imagine qu'il y a des limites. On ne devient pas parfaitement bilingue avec 50% du temps C. Non, effectivement, c'est la nuance importante. Leur niveau reste quand même bien en dessous de celui des enfants natifs du même âge. Et l'étude pointe autre chose d'intéressant. Il y a une grosse différence de résultats entre les écoles qui proposent l'immersion. Ah bon? Comment ça? Toutes les écoles immersives ne donnent pas les mêmes résultats, surtout pour l'anglais apparemment. Et d'ailleurs, les scores étaient globalement meilleurs en néerlandais qu'en anglais. Une idée du pourquoi? L'étude avance quelques hypothèses. Peut-être la transparence du néerlandais, où l'écrit et l'oral sont plus proches qu'en anglais, ou alors simplement des méthodes d'enseignement différentes. C'est pas tranché. D'accord. Et la grande question, celle qui revient toujours, est-ce que ça nuit au français, à la langue maternelle? C'est souvent une crainte des parents, ça. Oui, c'est le point sensible. Et là, les résultats de Mathéo sont plutôt rassurants. Ils ont utilisé un test d'orthographe standardisé, Ortho 3, et le résultat, c'est qu'en fin de 6e primaire, il n'a pas d'impact négatif global sur le niveau d'orthographe en français. Ah, ça c'est important. Oui, ils ont noté quelques petites différences sur des points très spécifiques de l'orthographe, mais le score général est comparable à celui des élèves non immergés. Donc, si jamais il y a un petit retard au début, il semble se rattraper. C'est vraiment une info clé, ça. Donc l'immersion partielle, ça donne un vrai coup de pouce dans la nouvelle langue, sans pour autant pénaliser le français. Super. Et à part les langues elles-mêmes, il y a d'autres bénéfices? Oui, Val et Mathéo en parlent aussi. Il y aurait des avantages cognitifs. Jongler entre deux langues, ce serait une sorte de gymnastique intellectuelle. Ça développerait la flexibilité mentale, l'attention. Intéressant. Et puis, bien sûr, une plus grande ouverture culturelle, plus de motivation. L'agence Val ajoute aussi que les jeunes qui partent gagnent en autonomie, en maturité, en confiance en eux. Logique, oui. Bon, l'immersion, c'est clair, c'est puissant pour le comment on apprend, mais les sources insistent aussi sur le pourquoi, sur la motivation. Et là, on arrive à la culture, non? Les cours de civilisation française de la Sorbonne, les CCFS, ils disent bien que langue et culture, ça va ensemble. Absolument. Pour eux, c'est indissociable. La culture, ce n'est pas juste la cerise sur le gâteau, c'est carrément un moteur pour l'apprentissage. Pourquoi? D'abord, ça donne un contexte réel à la langue. Comment on l'utilise pour parler de films, de bouffe, de l'actualité. Ça la rend moins abstraite? Exactement. Et puis, ça booste la motivation. Si on adore la musique française, ou l'histoire, ou la cuisine, on aura beaucoup plus envie de maîtriser la langue pour y accéder sans filtre. Et ça va plus loin que juste la motivation, j'imagine. Comprendre la culture, ça aide à mieux communiquer au quotidien, à éviter les gaffes peut-être.
Tout à fait. Connaître les codes sociaux, les références culturelles, l'humour, ce qui se dit, ce qui ne se dit pas, c'est essentiel pour que la communication soit fluide, naturelle. Pas juste correcte grammaticalement, mais appropriée. Ça permet de créer un lien plus fort avec les gens. Alors, comment on fait concrètement pour intégrer cette culture française? Les CCFS et les discussions sur Reddit, ils donnent plein d'idées, j'ai vu. Oui, les classiques, bien sûr. Lire des livres, des auteurs français, regarder des films en VO, écouter de la musique. Sur Reddit, ils citent des noms comme Stromae, Cœur de Pirate. Oui, des choses accessibles. Voilà. Suivre l'actualité aussi, c'est souvent conseillé. Des médias comme Radio-Canada ou TV5 Monde sont mentionnés parce qu'ils ont souvent un français assez clair. D'accord. Et au-delà de consommer des médias? Il y a des formations spécifiques, comme celles que proposent les CCFS sur la civilisation française, et évidemment le voyage, le séjour en France. Ça reste l'idéal pour une immersion culturelle complète. Valeo et le CCFS sont d'accord là-dessus. Mais l'échange direct avec des gens, ça semble super important aussi, non? Les CCFS parlent de partenariat linguistique et sur Reddit, c'est un conseil qui revient tout le temps. Ah oui, énormément. Trouver des correspondants via des applications comme Tandem par exemple. Prendre des tuteurs sur des plateformes comme Italki. Rejoindre des groupes de conversation, en ligne ou en vrai. J'ai lu un témoignage sympa d'une personne qui avait trouvé une amie pour pratiquer toutes les semaines via une association francophone locale. C'est concret, ça. Exactement. Et il ne faut pas oublier les événements culturels, les conférences, même en ligne aujourd'hui. Tout ce qui peut connecter la langue à des sujets qui nous intéressent et surtout à des interactions humaines. Ça rend l'apprentissage beaucoup plus riche, plus motivant. D'accord. Donc l'immersion sur place, couplée à une vraie plongée culturelle, ça a l'air d'être la formule gagnante. Mais bon, soyons réalistes, tout le monde ne peut pas déménager en France ou même y passer des mois. Non, bien sûr. Et c'est là que les témoignages sur Reddit sont hyper intéressants. Plusieurs personnes disent être devenues fluides, vraiment, sans jamais avoir vécu dans un pays francophone. Comment c'est possible, ça? Leur message principal, et ça rejoint aussi un peu la philosophie de sites comme Français Authentique, c'est que le facteur déterminant, ce n'est pas tant l'endroit où on habite, Ah oui. mais plutôt le temps et l'énergie qu'on investit chaque jour dans la langue. C'est la régularité, l'exposition massive, ça prime sur la géographie. Il faudrait donc se créer sa propre bulle d'immersion, en quelque sorte. Chez soi, comment on peut faire ça d'après ces retours d'expérience? La première chose, c'est d'essayer d'intégrer le français dans les routines quotidiennes. Changer la langue de son téléphone, de son ordinateur, écouter des podcasts français en faisant la cuisine ou du sport, regarder les séries en VO, même avec les sous-titres au début. Un utilisateur Reddit racontait avoir appris l'anglais gamin juste en regardant des dessins animés sous-titrés, mais tous les jours, religieusement. Il faut être un peu proactif, multiplier les points de contact avec la langue. D'accord, donc une bonne dose d'autodiscipline. Mais est-ce que ça veut dire qu'il faut laisser tomber les méthodes plus classiques, genre les cours, la grammaire? Non, pas forcément, pas du tout même. Les témoignages Reddit montrent que beaucoup ont aussi suivi des cours, à l'université par exemple. Et des plateformes comme Français Authentique proposent des méthodes structurées, mais souvent axées sur l'écoute, le plaisir, pour justement dépasser ce fameux blocage à l'oral. Ce blocage, oui. Beaucoup de gens en parlent. Français Authentique identifie bien les raisons d'ailleurs. Souvent, c'est lié à des méthodes trop théoriques à l'école, un manque de pratique réelle, et puis surtout, cette fichue peur de faire des erreurs. La peur de mal dire, de ne pas être parfait. C'est ça. Et prendre un tuteur en ligne, par exemple via Preply ou Italki, c'est aussi une façon structurée de pratiquer régulièrement qui est souvent citée. Et cette peur de faire des fautes, comment on lutte contre ça au quotidien? Est-ce que Français Authentique donne des conseils là-dessus? Oui, leur approche insiste beaucoup sur le changement d'état d'esprit. Il faut accepter que l'erreur, ça fait partie du jeu. Se concentrer sur le message qu'on veut faire passer, plutôt que sur la perfection de chaque phrase. Et surtout trouver des occasions de pratiquer dans un contexte bienveillant, sans jugement. Trouver des partenaires d'échange qui sont compréhensifs, en gros. Voilà, c'est crucial. Aujourd'hui, on est aussi submergé d'outils numériques, d'applications, de sites. C'est une chance, mais on peut vite s'y perdre. Comment choisir? C'est vrai, les listes qu'on a vues chez Preply ou Parlez-vous French sont longues. L'idée principale à retenir, je pense, c'est qu'il faut être malin et combiner différents outils. En fonction de ses besoins du moment et de ses goûts aussi, pour pas se lasser. D'accord. Combiner, c'est le mot-clé. Oui. Par exemple, pour une petite pratique quotidienne, un peu ludique, il y a des applis comme Duolingo ou Boozoo qui sont connus.
Pour travailler le vocabulaire de façon plus ciblée, Memrise ou Anki, avec son système de carte mémoire, reviennent souvent. Et pour la partie conversation, qui est souvent le point faible? Eh bien, des plateformes comme Tandem sont faites pour ça. Trouver des natifs avec qui échanger. C'est indispensable pour mettre en pratique ce qu'on apprend. Après, il y a des méthodes plus globales, genre Rosetta Stone, qui mise sur l'immersion sans traduction, ou Mosalingua, qui a pas mal de contenu. Ok. Mais comme le souligne Preply, l'important c'est de ne pas tout miser sur une seule application miracle. Il faut varier. Et les podcasts? C'est devenu un outil d'apprentissage hyper populaire, j'ai l'impression. Ah oui, énormément. Et la liste de Parlez-vous French montre bien la diversité. Là aussi, le conseil, c'est de choisir en fonction de son niveau, mais surtout de ses centres d'intérêt. Si le sujet nous plaît, on tiendra sur la durée. Logique. Pour commencer, RFI Journal en français facile, c'est une référence pour l'actualité avec un débit plus lent. Après, pour la culture, il y a des choses très riches sur France Culture, mais c'est plutôt avancé. Ou des formats plus narratifs comme Transfert qui racontent des histoires vécues. Et des podcasts faits spécifiquement pour apprendre? Oui, bien sûr. Français authentique ou Inner French sont souvent cités, y compris sur Reddit. L'avantage, c'est qu'ils proposent souvent des transcriptions écrites. Et ça, c'est un vrai plus pour vérifier sa compréhension et apprendre du vocabulaire. La transcription, c'est précieux, hein, oui. Donc, si je comprends bien la stratégie globale pour apprendre sans partir, piocher intelligemment dans tous ces outils numériques. Combiner l'écoute, la lecture, le vocabulaire. Mais tout ça, ça ne sert à rien si on ne parle jamais, c'est ça. C'est exactement le point sur lequel insistent beaucoup Français authentiques. Il faut absolument pratiquer l'oral, même si ça fait peur au début. Utiliser les tuteurs, les partenaires d'échange, trouver sur les applis, rejoindre des groupes de conversation. Il faut oser. Se jeter à l'eau. Voilà. Accepter de bafouiller un peu au début, c'est la seule manière de vraiment débloquer la fluidité à l'oral. Consommer plein de contenus natifs, les actualités, les films, la musique, lire des livres comme Le Petit Prince ou L'étranger qui sont souvent recommandés pour commencer, c'est super pour la compréhension, pour l'oreille. Mais ça ne remplace pas la pratique active de la parole. C'est très clair. Alors, si on essaie de récapituler les grandes idées, l'immersion, qu'elle soit totale en voyage ou partielle comme dans l'étude Mathéo, c'est une stratégie vraiment efficace pour progresser vite. Et, point important, ça ne semble pas nuire à la langue maternelle, d'après cette étude. C'est ça. Ensuite, deuxième point clé, la culture. Ce n'est pas juste un accessoire, c'est un vrai moteur. Ça rend l'apprentissage plus concret, plus motivant et ça permet une communication plus authentique. Il faut s'y plonger via les médias, les voyages si possible ou les échanges. Et enfin, même sans pouvoir partir à l'étranger, les témoignages et la multitude de ressources actuelles montrent que la fluidité est possible. La clé, c'est quoi? C'est une exposition massive et surtout régulière à la langue. Il faut se créer son propre environnement immersif. Tout à fait. Et utiliser intelligemment la boîte à outils numérique qui est à notre disposition. Les applications, les podcasts, les plateformes d'échange, sans jamais oublier le plus difficile peut-être, oser parler, dépasser cette peur de faire des erreurs. Bien résumé. Et peut-être une dernière petite piste de réflexion pour terminer. Si on revient à l'étude Mathéo sur l'immersion scolaire, elle a montré une grande variabilité des résultats entre les différentes écoles. Ah oui, c'est vrai. Qu'est-ce que ça nous dit, ça? Ça suggère que même quand on a un programme bien défini sur le papier, eh bien la qualité réelle de l'enseignement, l'approche pédagogique spécifique de l'enseignant de l'école, ça joue un rôle énorme. Donc, savoir quelles ressources utiliser, quelle appli, quel podcast, c'est une chose. Mais la vraie question, c'est peut-être comment on les utilise, comment on les intègre dans son propre parcours. Précisément. Comment est-ce qu'on assemble toutes ces briques, l'immersion qu'on se crée soi-même, un peu d'apprentissage structuré, la pratique orale, indispensable, la dimension culturelle, pour construire un système qui soit vraiment efficace? Pour soi, qu'est-ce qui fait qu'une approche va marcher pour une personne et pas pour une autre? Question intéressante. Ça invite peut-être chacun à réfléchir à son propre style d'apprentissage, à ce qui le motive vraiment, et à devenir finalement l'architecte de son propre chemin vers le français.